Bonjour à tous, et bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Bon alors, j'ai besoin que vous vous prépariez pour celle-ci. Parce que ce que je vais vous raconter est le genre d'histoire qui vous fait poser votre téléphone, fixer le plafond, et sincèrement remettre en question l'humanité pendant 5 bonnes minutes. On a tous déjà entendu la classique histoire du « elle l'a épousé pour son argent », pas vrai? Du déjà vu. Ennuyeux. On est passé à autre chose. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un pousse la manipulation, la fraude et l'audace à un tout autre niveau, et continue encore? Comme si cette personne avait débloqué un code secret pour devenir la pire personne sur Terre et s'était dit « Allez, je vais speedrun ça ». Cette femme ne s'est pas contentée de mentir une seule fois. Elle a construit toute une architecture de mensonges, empilés les uns sur les autres, consolidés avec de fausses larmes et des posts Instagram. Et le twist? Oh là là. Il y en a plusieurs. Alors prenez votre boisson, installez-vous confortablement, et plongeons dans ce que je considère sincèrement comme l'histoire la plus complètement dingue que j'ai jamais racontée. Mon ex-femme m'a traîné en justice pour une pension alimentaire pour un enfant qui n'était même pas le mien. Elle affichait un sourire satisfait devant le juge, jusqu'à ce que 2 tests ADN révèlent ses mensonges sur 5 ans. Alors moi, 34 ans, j'ai rencontré Sarah, 31 ans, au mariage de mon meilleur ami Jake en 2016. J'étais le témoin. Elle était demoiselle d'honneur et oui, je sais à quel point ça sonne cliché, mais restez avec moi. À l'époque, tout allait plutôt bien pour moi. J'avais un bon poste de consultant IT dans une entreprise de santé, ces systèmes hospitaliers ne se mettent pas à jour tout seuls. Je venais d'acheter ma première maison et j'avançais enfin sur mon projet de voiture, une Mustang de 67 en mauvais état que mon père et moi restaurions depuis la fin de mes études. La vie était belle, vous voyez? Le mariage avait lieu dans un vignoble chic à Napa. La femme de Jake venait d'une famille riche. Sarah a attiré mon attention pendant le dîner de répétition. Elle était magnifique, drôle, et semblait vraiment intéressée par mon travail. Avec le recul, j'aurais dû comprendre qu'elle s'intéressait davantage à mon salaire qu'à mon métier. Mais bon, avec le recul, tout est plus clair, pas vrai? On a couché ensemble après la réception. Une histoire classique de mariage, je sais. Mais ensuite, on a continué à se parler. Elle vivait à environ 1 heure de chez moi et travaillait comme responsable des réseaux sociaux pour une start-up tech censée devenir le prochain Facebook des propriétaires d'animaux ou un truc du genre. Je me souviens avoir été impressionné par ce job qui sonnait cool dans la tech. Spoiler, la start-up, c'était essentiellement 3 gars dans un espace de coworking qui brûlaient l'argent de leurs parents. Quand l'entreprise a inévitablement coulé 6 mois plus tard, Sarah était dévastée. Elle m'a appelé en pleurant, disant qu'elle y avait mis tout son cœur et son âme. Traduction, elle postait des photos de chiens sur Instagram. À ce moment-là, on était officiellement en couple, et je lui ai suggéré de venir vivre chez moi pendant qu'elle trouvait quoi faire ensuite. J'avais de la place, et son bail arrivait à expiration. Erreur classique numéro 1. C'est là que je dois vous donner un peu de contexte sur Sarah, que j'aurais aimé connaître plus tôt. Elle venait d'une famille assez aisée où son père payait absolument tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout, école privée, université, voiture de luxe, facture de carte de crédit, tout. Quand son père a finalement arrêté de la financer à ses 25 ans, parce qu'apparemment même lui avait des limites, elle a commencé à enchaîner les startups et les petits boulots d'influenceuse, sans jamais rester assez longtemps pour construire une vraie carrière. Mais elle savait parfaitement se vendre. Quand elle a emménagé chez moi, elle avait tous ses grands projets de lancer sa propre agence de consulting en réseaux sociaux. Elle passait des heures à faire des présentations PowerPoint sur sa stratégie de marque et parlait de tous ses clients potentiels avec qui elle réseautait. Je croyais vraiment qu'elle construisait quelque chose. Pendant ce temps, mes factures de carte de crédit ne cessaient d'augmenter. Le premier signal d'alarme que j'ai ignoré, et il y en a eu beaucoup, c'est quand elle a emprunté ma carte pour des dépenses professionnelles essentielles. C'est essentiel? Un MacBook Pro à 2000 $ parce qu'on ne peut pas gérer une entreprise avec un ordinateur normal, un kit de ring light à 500 $, et environ 1000 $ de vêtements pour des réunions professionnelles qui n'ont jamais eu lieu. Quand j'ai abordé le sujet, elle a retourné la situation contre moi, disant que je ne soutenais pas ses rêves et que l'investissement en soi-même était le meilleur investissement. Vous savez ce qui est triste? J'y ai cru. Je gagnais bien ma vie, environ 120 000 $ à l'époque, j'avais des économies, et je pensais aider quelqu'un que j'aimais à construire son avenir. En plus, elle était agréable à vivre quand elle ne dépensait pas mon argent. On faisait des road trips improvisés, elle laissait des petits mots mignons dans la maison, et elle semblait même intéressée par les voitures, encore un signal d'alarme que j'ai raté. Elle faisait semblant. On s'est mariés en 2018, environ 2 ans après notre rencontre. Ce n'était pas un énorme mariage, mais ce n'était pas donné non plus. Sarah a insisté pour qu'on le fasse dans le même vignoble où on s'était rencontrés, parce que c'est notre histoire. Ses parents n'ont rien payé, malgré leur discours sur leur envie d'aider. Mes économies ont pris un gros coup, mais je me suis dit que ça en valait la peine. Le mariage était magnifique. Tout le monde s'est amusé. Et Sarah semblait sincèrement heureuse. Mon père m'a pris à part pendant la réception. C'est un homme à l'ancienne, qui a travaillé chez Ford pendant 30 ans et restaurait des voitures pendant son temps libre. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Fiston, tu as fait un contrat de mariage ?»
Quand j'ai hoché la tête, merci à mon ami avocat Mike qui avait insisté, il s'est un peu détendu, mais restait inquiet. Souviens-toi juste d'une chose, quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es n'aura pas besoin de ta carte de crédit pour le prouver. J'aurais dû écouter davantage ces mots. Mais vous savez comment c'est quand on est amoureux. On pense être l'exception. On croit que notre histoire est différente. On se dit que les signaux d'alerte font simplement partie de la personnalité, unique, de l'autre. J'avais tort. Après le mariage, elle a complètement arrêté de faire semblant de respecter notre budget. Comme si l'alliance était un code d'activation pour une carte de crédit illimitée dans sa tête. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous montrer à quel point tout a dérapé. Environ 3 mois après le mariage, j'ai été promu au travail. Je gagnais désormais environ 150 000 $ en tant que consultant senior, ce qui aurait dû rendre la vie plus facile. Au lieu de ça, Sarah a pris ça comme un signe qu'elle pouvait enfin se consacrer à plein temps à sa marque personnelle. Elle a quitté son emploi à temps partiel dans une agence de marketing locale, le seul vrai travail qu'elle avait eu depuis des années, sans même m'en parler. Elle est simplement rentrée un jour et a annoncé « Chérie, je suis enfin libre de poursuivre mes rêves ». Ces rêves impliquaient apparemment de transformer notre bureau à domicile en studio de création de contenu. Elle a dépensé 5 000 $ de nos économies en matériel vidéo, éclairage, et un canapé en velours rose complètement ridicule qu'elle disait parfait pour son esthétique Instagram. Quand je lui ai fait remarquer qu'on avait prévu d'utiliser cet argent pour refaire le toit, elle m'a répondu « Mais bébé, c'est un investissement pour notre avenir. Tu veux vraiment que je travaille dans un espace qui ne m'inspire pas ?» Et là, ça devient encore plus intéressant. Elle a lancé une chaîne YouTube sur le lifestyle de luxe à petit budget. Ironique, non? Le plus fou? Elle utilisait ma carte de crédit pour acheter des articles de luxe pour ses vidéos, puis en retournait la plupart après les tournages. Mais certaines choses, étrangement, ne revenaient jamais au magasin. Quand j'ai trouvé une boîte avec des Louboutins à 900 $ dans son placard, elle a prétendu que c'était des accessoires indispensables pour son image de marque. Pendant ce temps, ma Mustang, le projet dont j'ai parlé plus tôt, Sarah a commencé à se plaindre qu'elle prenait trop de place dans le garage. Je vous rappelle que cette voiture était mon projet du week-end avec mon père depuis 5 ans. On avait restauré environ 70%, et j'étais à 2 doigts de la remettre en état de marche. Mais Sarah avait besoin du garage pour son espace yoga et bien-être, parce qu'apparemment, la chambre d'amis ne suffisait pas pour ses vidéos. Un jour, je suis rentré et j'ai découvert qu'elle avait mis ma voiture en vente sur Facebook Marketplace. Elle ne l'avait pas encore vendue, mais des gens étaient déjà venus la voir. Son excuse ? Chérie, on a besoin de place. Et honnêtement, tu passes trop de temps sur cette vieille voiture. Tu ne veux pas soutenir mon parcours bien-être. C'est là qu'on a eu notre première énorme dispute. Je ne lui avais jamais crié dessus auparavant, mais découvrir qu'elle avait essayé de vendre ma voiture derrière mon dos, j'ai explosé. Elle a pleuré, m'a accusé d'être contrôlant avec l'argent, puis elle a sorti la manipulation classique, si tu m'aimais vraiment, tu voudrais que je réussisse. Le lendemain, elle s'est excusée et a promis de ne plus jamais faire ça. Comme un idiot, je l'ai cru. Mais elle a commencé une sorte de campagne passive-agressive contre la voiture. Elle oubliait de fermer la porte du garage les jours de pluie, ou rangeait son matériel juste à côté, risquant de la heurter avec ses cartons. Finalement, après avoir rayé la peinture toute neuve avec son équipement de yoga, j'ai cédé et j'ai vendu la voiture. Mon père a été tellement déçu. Il n'a rien dit directement, mais je l'ai vu dans son regard quand je lui ai annoncé. Cette voiture représentait des années de week-end passés ensemble et j'ai laissé Sarah me l'enlever. L'argent de la vente ? Elle l'a dépensé pour une retraite d'entreprise à Bali qui n'était en réalité qu'un voyage de luxe où elle prenait des photos Instagram avec d'autres influenceuses en devenir. Elle est revenue avec de grands projets de lancer une activité de coaching bien-être, à acheter des huiles essentielles, des coussins de méditation, créer un site web que j'ai payé, et même commander des cartes de visite avec Sarah Mitchell, experte en bien-être holistique et curatrice de lifestyle. Vous voulez savoir combien de clients elle a eu ? 0. Mais elle a réussi à accumuler 15 000 $ de dettes sur carte de crédit en achetant du stock pour une ligne de soins qu'elle voulait lancer. Les produits sont restés dans le garage, là où ma voiture était, jusqu'à expirer. Quand j'ai trouvé les cartons de crème périmés et que je lui ai demandé des explications, elle m'a reproché de ne pas promouvoir son business auprès des femmes de mes collègues. À ce stade, je travaillais 60 heures par semaine pour suivre ses dépenses. Je rentrais tard, épuisé, pour découvrir qu'elle avait commandé pour 200 $ de nourriture parce qu'elle était trop stressée pour cuisiner. La maison était toujours en désordre parce qu'elle était trop occupée à créer du contenu, mais sa chaîne YouTube comptait un impressionnant total de 342 abonnés après un an de travail à plein temps. Avec le recul, je me rends compte qu'elle devait probablement publier sur notre vie parfaite, sur Instagram tout en vidant mes cartes de crédit. Et je n'avais même pas le droit de suivre ses comptes, parce que soi-disant ça fausserait ses statistiques. Ville des signaux d'alerte, population, moi. Le point de rupture, j'ai découvert qu'elle avait contracté un prêt sur mon 401K sans me prévenir. Elle avait deviné mon mot de passe, l'année modèle de ma voiture et son nom. Oui, je sais, idiot. Et elle avait retiré 30 000 $ pour ce qu'elle appelait une « opportunité professionnelle ». En réalité,
Elle avait tout dépensé dans un programme de mentorat dirigé par une gourou Instagram qui lui promettait d'atteindre les 100 000 abonnés. D'accord, attendez. Stop. C'est moi. J'ai besoin que tout le monde prenne un moment pour digérer ça. Elle a découvert son mot de passe. Elle est entrée dans son compte retraite. Et elle a pris 30 000 $. Pas pour le loyer. Pas pour les courses. Pas pour une vraie urgence. Pour une gourou Instagram qui promettait monts et merveilles à ses abonnés. 30 000 $. Et oui, je sais, l'histoire du mot de passe fait beaucoup rire en ligne. L'année modèle de sa voiture, bon, niveau sécurité, ce n'est pas incroyable. Mais est-ce qu'on peut arrêter d'en faire la chute de la blague? Parce que la vraie histoire, ce n'est pas que son mot de passe était faible. La vraie histoire, c'est que sa femme est allée le chercher. Réfléchissez à ça. Elle s'est assise un jour, a essayé de deviner quel mot de passe il utilisait, elle a testé, elle est entrée, et ensuite, elle a pris une décision financière qui impactait leur avenir à tous les deux sans avoir la moindre conversation. Ça, ce n'est pas impulsif. C'est prémédité. Et il y a une différence. Voici la vérité dérangeante. À ce moment-là, lui travaillait 60 heures par semaine. Épuisé. Probablement convaincu que s'il travaillait encore plus dur, tout finirait par s'arranger. C'est ce que font beaucoup de personnes dans des relations financièrement abusives. Elles redoublent d'efforts pour subvenir aux besoins, parce qu'au fond d'elles, elles pensent que le problème, c'est simplement qu'il n'y a pas encore assez d'argent. Mais il n'y en aura jamais assez pour quelqu'un comme Sarah. Jamais. L'abus financier est bien réel, et il ne ressemble pas toujours à quelqu'un qui vous vole votre portefeuille. Parfois, ça ressemble à un partenaire aimant qui a juste besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser ses rêves. Et c'est ça, la version la plus effrayante. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Après avoir découvert le prêt sur mon 401K, j'ai passé une semaine à dormir dans mon bureau en essayant de comprendre quoi faire. Je transférais mes appels sur mon portable et je disais aux gens que je testais un nouveau mode de travail à distance. En réalité, j'avais trop honte pour dire à qui que ce soit ce qui se passait. Les paroles de mon père sur les cartes de crédit tournaient en boucle dans ma tête. Vous vous souvenez de mon ami avocat Mike? Eh bien, il essayait de me mettre en garde contre Sarah depuis un moment. Quand je l'ai finalement appelé à 2 heures du matin depuis le canapé de mon bureau, il n'avait même pas l'air surpris. Il m'a juste dit « Envoie-moi ton lien de calendrier. On en parle demain. » Mike est le genre d'ami dont tout le monde a besoin. Il préfère t'aider à réparer tes erreurs plutôt que de dire « Je te l'avais dit ». Le lendemain matin, j'ai découvert que Sarah avait fait une virée shopping qui ferait rougir une Kardashian. Elle avait réussi à obtenir 3 nouvelles cartes de crédit à mon nom. Le total des dégâts? 47 000 $. Son excuse? J'étais stressé à cause de nos problèmes de couple, et le shopping m'aide à gérer mon anxiété. J'aimerais inventer ça. Mike a regardé les relevés de cartes de crédit et a carrément ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que Sarah avait rendu notre divorce incroyablement facile à gagner. Vous vous souvenez du contrat de mariage dont j'ai parlé? Il contenait une clause spécifique sur les fautes financières. Merci au côté paranoïaque de Mike. Quand j'ai finalement raconté à mes parents ce qui se passait, ma mère a pleuré et mon père est resté assis à nettoyer des pièces de moteur, sa façon de gérer ses émotions. Puis il a dit quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses, « Mon fils, elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas touché le fond ou trouvé une autre cible. Pour l'instant, tu es l'option la plus facile. » Demander le divorce a été étonnamment simple. Le plus dur, c'était de rentrer à la maison et de l'annoncer à Sarah. J'avais préparé tout un discours, mais quand je suis entré, elle tournait une vidéo, une journée dans la vie d'une boss babe, dans notre cuisine. Elle avait commandé pour 300 $ de courses bio pour le décor, évidemment avec ma carte, alors que notre vrai frigo était vide. J'ai attendu qu'elle termine d'enregistrer et j'ai dit « Sarah, je demande le divorce. » Sa réaction? Elle a attrapé son téléphone et a recommencé à filmer en disant « Les amis, je dois être honnête avec vous sur quelque chose. Je suis parti avant de devenir du contenu pour sa série « Ma vérité ». Les semaines suivantes ont été complètement folles. Sarah a tout essayé pour empêcher le divorce. D'abord, elle m'a bombardé d'amour en me rappelant nos moments parfaits. Elle a même ressorti des pièces de ma vieille Mustang du garage, qu'elle avait cachées au lieu de les jeter, et a proposé qu'on restaure une autre voiture ensemble. Refus total. Quand ça n'a pas marché, elle est passée aux menaces, « Je vais dire à tout le monde que tu étais violent. » Je ne l'étais pas. Je vais ruiner ta carrière. Elle a essayé, mais mon patron la connaissait. Je vais faire en sorte qu'aucune femme ne veuille plus jamais sortir avec toi. Spoiler, ça n'a pas marché non plus. Le pire du pire? Elle a lancé toute une campagne sur les réseaux sociaux en se présentant comme une victime d'abus financiers. Selon ses publications, j'étais un monstre contrôlant qui l'empêchait de travailler ou de poursuivre ses rêves. Pendant ce temps, j'avais des tableaux montrant que j'avais dépensé plus de 200 000 $ pour financer ses projets. Mike valait chaque centime durant cette période. Quand l'avocat de Sarah, un type qu'elle avait trouvé sur TikTok, a essayé de dire qu'elle méritait une pension parce qu'elle avait sacrifié sa carrière pour notre mariage, Mike a sorti ses posts Instagram où elle se vantait d'être une entrepreneure autodidacte. Difficile de dire que tu as abandonné ta carrière quand tu te présentes comme une « girl boss »,
Tous les jours. Le divorce a été finalisé début 2021. Grâce au contrat de mariage et aux preuves de ses abus financiers, elle a obtenu bien moins que ce qu'elle espérait. Elle a gardé son matériel, caméra et ce fameux canapé rose, ainsi qu'un petit accord financier que j'ai accepté juste pour en finir. La dernière fois que je l'ai vue au tribunal, elle a tenté une dernière manipulation. « J'espère que tu sais que tu es en train de jeter la meilleure chose qui te soit arrivée », a-t-elle dit avec de fausses larmes. Je lui ai simplement répondu « La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que Mike ait insisté pour ce contrat de mariage ». L'expression sur son visage n'avait pas de prix. L'année suivante, j'ai reconstruit ma vie. J'ai été promu à un poste de direction. Travailler 60 heures par semaine a finalement des avantages. Je me suis remis au sport. C'est incroyable tout le temps qu'on a quand on ne finance pas la carrière Instagram de quelqu'un d'autre. J'ai même acheté une autre voiture de projet, une Chevelle de 1970 qui avait besoin d'amour. Mon père et moi avons recommencé à passer nos week-ends dessus, rattrapant le temps perdu. La vie était enfin redevenue belle. Je fréquentais quelqu'un sans engagement, mon score de crédit remontait, et j'avais presque oublié l'existence de Sarah, presque. Janvier 2023 a commencé assez normalement. J'étais dans une bonne période. La Chevelle était presque terminée, le travail allait très bien, et j'avais même commencé à voir quelqu'un de nouveau. On en reparlera plus tard. Puis un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre recommandée dans ma boîte aux lettres. L'expéditeur? Le tribunal du comté. Mon estomac s'est noué immédiatement. Je l'ai ouverte sur place, dans mon allée, et je jure que mon cerveau a bugué en essayant de comprendre ce que je lisais. C'était une requête pour pension alimentaire et organisation de garde. Selon ces documents, j'avais un fils d'un an nommé Eden James Mitchell. La demande affirmait que j'avais abandonné mes responsabilités parentales et que je devais commencer à payer immédiatement. Voici ce qui m'a complètement retourné le cerveau. L'enfant était censé être né en novembre 2021. Pour ceux qui suivent, ça fait 9 mois après la finalisation de notre divorce. Sarah prétendait qu'on avait couché ensemble une dernière fois juste après le divorce. Ça n'est absolument jamais arrivé. Et qu'elle était tombée enceinte à ce moment-là. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure à lire et relire ses papiers. Le dossier comprenait un acte de naissance avec mon nom inscrit comme père. Elle avait réellement mis mon nom sur un acte de naissance sans que je le sache. Je ne savais même pas que c'était légal. Plus je lisais, plus ça devenait irréel. La requête incluait toute une histoire émotive disant que Sarah avait essayé de me contacter pendant toute sa grossesse, mais que je l'avais bloquée partout. C'est vrai, mais totalement hors sujet puisqu'il n'y avait pas d'enfant. Elle demandait 2800 $ par mois de pension alimentaire, plus des arriérés pour l'année précédente, et voulait que je couvre l'assurance médicale de l'enfant. J'ai immédiatement appelé Mike. Il était 21 h, mais là, c'était une urgence. Il a répondu dès la première sonnerie, parce que c'est littéralement le meilleur ami avocat qu'on puisse avoir. Quand je lui ai expliqué la situation, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, ne fais rien. Ne la contacte pas. Ne poste rien en ligne. Viens à mon bureau demain matin à la 1re heure. Cette nuit-là a probablement été la plus longue de ma vie. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser au fait que Sarah avait littéralement créé tout un être humain juste pour m'arnaquer. Je savais qu'elle était manipulatrice, mais là, c'était un autre niveau. À 3 heures du matin, je cherchais sur Google comment prouver qu'on n'est pas le père. Le lendemain matin, Mike m'a expliqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans notre État, si vous ne contestez pas la paternité dans les 30 jours suivant la notification, vous pouvez être légalement déclaré père par défaut, même sans test ADN. Sarah avait parfaitement calculé son coût. Elle avait déposé la demande juste après le ralentissement des tribunaux dû au fait, probablement en espérant que je rate le délai pendant que les dossiers s'accumulaient. Mais là où ça devient encore plus fou. Mike a commencé à analyser les dates, et quelque chose ne collait pas. Selon l'acte de naissance, l'enfant était né en novembre 2021, mais notre divorce n'avait été finalisé qu'en mars 2021. Si on avait réellement couché ensemble juste après le divorce comme elle le prétendait, l'enfant serait né en décembre 2021 au plus tôt. Mike a consulté le compte Instagram de Sarah via un faux compte qu'on utilisait pour surveiller ses délires, et il a trouvé des photos d'elle, clairement pas enceinte, à un festival de musique en mai 2021. Soit elle avait eu la grossesse la plus rapide du monde, soit elle mentait. Nous avons immédiatement déposé une réponse, demandant un test ADN et contestant l'acte de naissance. Mais pendant l'attente de l'audience, Mike a continué à creuser. Il a engagé un détective privé, j'étais déjà endetté à cause du divorce, alors quelques milliers de plus. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Le détective a découvert que Sarah vivait avec un certain Chris pendant la majeure partie de 2022. Chris lui versait une pension alimentaire, au noir, environ 1500 $ par mois, mais il avait arrêté de payer vers octobre 2022. Devinez quand Sarah a déposé sa plainte contre moi. Décembre 2022. Le détective a aussi trouvé le compte TikTok de Sarah, évidemment qu'elle en avait un. Elle y publiait des vidéos dramatiques sur les difficultés d'être une mère célibataire élevant un bébé seul pendant que le père profite de sa vie. Les commentaires étaient remplis de gens qui la soutenaient et critiquaient le père absent.
Elle avait construit toute une fausse histoire d'abandon pendant la grossesse. Mais le détail qui a tout changé? Dans une de ses vidéos de juillet 2022, on apercevait accidentellement un courrier sur son plan de travail. Il était adressé à Chris Anderson, le même Chris qui lui versait de l'argent. Le détective l'a retrouvé, et ce qu'il nous a raconté a complètement fait s'effondrer toute l'affaire. Maintenant, laissez-moi vous parler de Chris et de la façon dont le château de cartes de Sarah a commencé à s'écrouler. Rencontrer Chris était surréaliste. Mike et moi l'avons rencontré dans un café en dehors de la ville, terrain neutre, puisqu'on ne savait pas s'il était complice ou une autre victime. Il s'est avéré qu'il était clairement une victime, et son histoire m'a mis hors de moi. Chris était développeur logiciel et avait rencontré Sarah dans un espace de coworking début 2021, juste après notre divorce. Selon lui, elle s'était présentée comme une consultante en marketing digital en train de lancer sa propre agence. Ça vous rappelle quelque chose? Elle utilisait exactement la même stratégie, juste avec une autre cible. Elle semblait tellement sincère, nous a dit Chris en remuant son café distraitement. Elle disait qu'elle se concentrait sur sa carrière après avoir quitté un mariage toxique où son ex l'empêchait de travailler. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Elle avait complètement inversé notre histoire, se présentant comme la victime de ce qu'elle m'avait fait. D'accord, attendez, on m'épose un instant, c'est encore moi. C'est la partie qui m'a vraiment donné un peu la nausée. Et je dis ça avec tout le respect possible. Quand Chris s'est assis dans ce café et a raconté comment Sarah s'était présentée comme une consultante en marketing digital en train de créer sa propre agence après avoir quitté un mariage toxique où son ex ne la laissait pas travailler, c'est là que tu comprends que ce n'était pas de la passion. Ce n'était même pas de la cupidité au sens classique. C'était une performance bien rodée. Mot pour mot. Même personnage. Même histoire. Juste un public différent. Et Chris, ce pauvre gars, il était heureux pour le bébé. Il voulait être père. Il l'accompagnait à ses rendez-vous. Il avait commencé un fonds pour les études. Il était émotionnellement investi à 100% dans une vie qui était entièrement fictive. Voici la vérité dérangeante, les bonnes personnes sont plus faciles à manipuler que les mauvaises. C'est comme ça. L'enthousiasme de Chris à l'idée de devenir père, sa volonté de croire, son amour, ce n'était pas vraiment des faiblesses. C'était juste humain. Mais quelqu'un dépourvu d'empathie voit ses qualités et y voit une opportunité. Et ce qui me dérange profondément, c'est ça, Sarah a vu que Chris voulait être père et s'est dit, utile. Elle a vu son émotion sincère et a calculé combien de temps elle pouvait maintenir l'illusion. Ce n'est pas quelqu'un qui a paniqué et fait de mauvais choix. C'est quelqu'un qui considère fondamentalement les autres comme des ressources. Les personnes les plus effrayantes sont souvent celles qui paraissent les plus chaleureuses. Souviens-toi de ça. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Chris et Sarah ont commencé à se fréquenter en mars 2021. En mai, elle avait déjà emménagé dans son loft en centre-ville. Puis, en juin, elle a lâché la bombe, elle était enceinte. Chris était ravi. Il avait 36 ans, une bonne carrière, et voulait des enfants. Sarah jouait parfaitement le rôle de la future maman, allant à des cours de yoga prénatal et publiant des photos de son ventre sur Instagram. Elle demandait même à Chris de la conduire à ses rendez-vous médicaux, mais il remarquait qu'elle ne le laissait jamais entrer avec elle, soi-disant à cause des restrictions liées au Covid. Et là, ça devient complètement dingue. Sarah avait simulé toute la grossesse. Elle portait un faux ventre en silicone pour ses photos Instagram. Le détective a retrouvé le reçu d'achat sur son compte Amazon. Elle planifiait ses rendez-vous à des heures où le cabinet de gynécologie était en réalité fermé. Chris ne s'est jamais posé de questions parce que, qui ment sur une grossesse? En novembre 2021, Sarah a dit à Chris qu'elle allait rendre visite à sa sœur dans un autre état pour une baby shower entre femmes. Une semaine plus tard, elle est revenue avec le bébé Eden, affirmant qu'elle avait accouché prématurément pendant qu'elle était chez sa sœur. Chris était déçu d'avoir manqué la naissance, mais il était trop heureux de devenir père pour remettre l'histoire en question. Pendant l'année suivante, Chris a joué le rôle de père. Il payait tout, le loyer, les affaires du bébé, les soins postpartum de Sarah. Il a même commencé un fonds pour les études d'Eden. Sarah l'avait complètement convaincu qu'il était le père, même si elle avait toujours des excuses pour ne pas encore l'ajouter à l'acte de naissance. Ce n'est qu'une formalité, disait-elle. On sait que tu es son père. C'est ça qui compte. Mais des fissures ont commencé à apparaître. Chris a remarqué qu'Eden ne ressemblait ni à lui ni à Sarah. Quand il en parlait, elle devenait défensive et l'accusait de ne pas aimer suffisamment l'enfant. Manipulation classique. Puis la mère de Chris, qui est infirmière, a commencé à poser des questions gênantes sur l'histoire de la naissance. Les dates ne collaient pas. En octobre 2022, Chris a finalement exigé un test de paternité. Sarah a fait une énorme scène, l'accusant de trahir leur famille. Mais Chris est resté ferme. Il a acheté un kit ADN à domicile, et c'est là que Sarah a montré son vrai visage. Elle a disparu un week-end pendant que Chris était en déplacement professionnel, emportant Eden et la plupart de ses affaires. Elle a laissé une note disant que le manque de confiance de Chris avait détruit leur famille. Classique Sarah, quand elle est acculée, elle fuit. Chris a essayé de les retrouver, mais Sarah l'avait bloqué partout.
Il a arrêté de lui verser une pension officieuse et a commencé à chercher une aide juridique. C'est à ce moment-là qu'elle s'est tournée vers son plan de secours, moi. Mais voici le point crucial, Chris avait des preuves. Il avait tout documenté dès qu'il avait commencé à trouver suspecte l'histoire de l'acte de naissance. Il avait des messages où elle admettait avoir simulé des rendez-vous médicaux. Il avait des images de vidéosurveillance de leur immeuble où on la voyait mettre et enlever le faux ventre de grossesse. Et surtout, il avait la preuve de tout l'argent qu'il lui avait versé pour leur enfant. Pendant que tout cela se déroulait, le détective a fait une autre découverte. La sœur de Sarah, celle qui était censée avoir organisé la baby shower, vivait en Australie depuis 2020. Il n'y avait pas de maison de sœur, pas de baby shower, pas d'accouchement prématuré. Toute l'histoire était inventée. Nous avons aussi trouvé une liste de naissance de Sarah datant de 2021, enregistrée sous les noms de Sarah et Chris Anderson. Elle avait utilisé le nom de famille de Chris alors qu'ils n'étaient même pas mariés. La liste contenait des articles coûteux, dont la plupart avaient été achetés par Chris. Elle lui avait fait la même arnaque qu'à moi, mais de manière encore plus élaborée. Mais la plus grosse révélation est arrivée lorsque le détective a obtenu des informations de l'hôpital où Eden était censé être née. Aucune trace de Sarah accouchant là-bas. En fait, aucune trace d'un accouchement de sa part dans tout l'État durant cette période. C'est là que les yeux de Mike se sont illuminés, ce regard que les avocats ont quand ils savent qu'ils tiennent quelque chose. Il faut assigner les vrais dossiers de naissance, a-t-il dit. Je pense savoir ce qu'elle a fait. Et si j'ai raison, elle est dans de très gros ennuis. Nous avons immédiatement déposé la demande, mais la justice prend du temps. Pendant ce temps, la date de l'audience pour le test ADN approchait. L'avocat de Sarah, toujours ce type de TikTok, essayait sans cesse de la retarder, prétendant qu'elle était trop stressée pour comparaître. La veille de l'audience, Sarah a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle a publié une vidéo en larmes sur Instagram, affirmant que son ex, abusif, essayait de renier son propre enfant, et demandait à ses abonnés de prier pour elle. Les commentaires étaient remplis de soutien et de personnes prêtes à faire des dons. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tout était sur le point de s'effondrer. Le matin de l'audience, j'étais extrêmement nerveux. Même avec toutes les preuves, Sarah avait toujours été douée pour manipuler les situations. Je l'avais déjà vu se sortir de situations incroyables, et une partie de moi craignait qu'elle y arrive encore. Mike m'a rejoint devant le tribunal tôt le matin. Il tenait un dossier épais rempli de preuves, qu'il tapotait comme un porte-bonheur. « Souviens-toi, m'a-t-il dit, laisse-la parler. Plus elle parle, plus elle se contredira. » Chris était là aussi, l'air épuisé. Normal. Apprendre que tu as payé pour un enfant qui n'est peut-être pas le tien, ça empêche de dormir. Sarah est arrivée avec une apparence soigneusement calculée, comme sortie tout droit du rayon, maman célibataire humble, d'un magasin de costumes. Pas de maquillage, les cheveux attachés à la va-vite, et vêtue de ce qui ressemblait à une tenue médicale. Elle n'avait jamais travaillé dans le domaine de la santé de toute sa vie. Elle avait Eden avec elle. C'était la première fois que je le voyais. Un enfant mignon, mais il ne lui ressemblait absolument pas, ce qui devenait soudain très significatif. Son avocat TikTok avait l'air nerveux, ce qui était notre premier bon signe. Il n'arrêtait pas de lui chuchoter à l'oreille et de lui montrer quelque chose sur son téléphone. Plus tard, on a appris qu'il venait de découvrir une partie des preuves que nous allions présenter et qu'il essayait de la convaincre de trouver un accord. Mais Sarah, fidèle à elle-même, pensait pouvoir s'en sortir en parlant. Le juge était un homme plus âgé, du genre à avoir déjà vu toutes les combines possibles. Quand l'avocat de Sarah a tenté de retarder encore une fois le test ADN, en invoquant cette fois des objections religieuses, depuis quand? Le juge s'est contenté de le fixer jusqu'à ce qu'il se rassoie. Puis Mike s'est levé et a lâché la première bombe. Votre honneur, avant de procéder au test ADN, nous avons des preuves que l'acte de naissance soumis à ce tribunal a été obtenu frauduleusement. Le juge a levé un sourcil, le signal universel pour dire « ça a intérêt à être solide ». Mike a sorti les dossiers hospitaliers obtenus par assignation, ou plutôt leur absence. Aucune trace d'un accouchement de Sarah dans tout l'État. Mais ce n'était pas encore le choc principal. La véritable révélation, c'était ce que le détective avait découvert en creusant davantage sur Eden. Il s'est avéré que Sarah avait obtenu l'acte de naissance d'Eden en utilisant une méthode courante dans les cas d'usurpation d'identité. Elle avait exploité une erreur administrative dans un petit bureau de comté, en soumettant des documents faisant croire à un accouchement à domicile avec une sage-femme. La sage-femme dont elle avait utilisé le nom? Retraitée depuis 3 ans. L'adresse qu'elle avait fournie? Un terrain vague. Mais voici ce qui a fait halter toute la salle d'audience. Nous avions la preuve que Sarah cherchait activement à obtenir un bébé à l'époque où Eden était censé être né. Le détective avait trouvé des messages qu'elle envoyait sur différents réseaux sociaux, contactant des femmes enceintes au sujet d'adoption privée. Certaines de ces femmes s'étaient manifestées après avoir vu ces publications de « mère célibataire ». Le visage de Sarah est passé par une 50aine d'expressions différentes pendant que Mike présentait les preuves. Quand il a montré des captures d'écran où on la voyait porter le faux ventre de grossesse à différents stades, grâce aux caméras de sécurité de Chris, elle a même tenté de protester, affirmant que les images étaient sorties de leur contexte. Le juge l'a sèchement interrompu. Madame Mitchell,
À moins que vous ne soyez sur le point d'expliquer comment des images de surveillance peuvent déformer un faux ventre de grossesse, je vous suggère de laisser votre avocat parler. Son avocat avait l'air de vouloir disparaître. On ne peut pas lui en vouloir. Il devait réaliser qu'il était complètement dépassé. Quand Mike a présenté les preuves montrant que Sarah avait simultanément prétendu que Chris et moi étions le père d'Eden, l'avocat a carrément commencé à ranger ses affaires. Puis est venu le moment qui a fait s'effondrer toute la mise en scène de Sarah. Le juge lui a demandé directement. « Madame Mitchell, pouvez-vous fournir une quelconque preuve médicale de votre grossesse et de votre accouchement ?» Sarah a commencé son numéro habituel, les larmes aux yeux, la voix tremblante. « Votre honneur, j'ai été très traumatisée par l'accouchement, je n'ai pas gardé de documents parce que... » Le juge l'a coupé net, ce n'est pas ma question. Avez-vous une preuve médicale que vous avez donné naissance à cet enfant? Pour la première fois depuis que je la connaissais, Sarah est restée complètement muette. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle cherchait une issue. Puis elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru voir. Elle a complètement abandonné son rôle. C'est ridicule, a-t-elle lancé sèchement. Sa voix de « maman humble » avait disparu, remplacée par le ton arrogant que je connaissais de notre mariage. Je n'ai rien à vous prouver. Cet accouchement à domicile était totalement légal. Mike souriait presque. Votre honneur, nous avons une dernière preuve. Il a sorti un dernier document, la bombe finale. Mike a remis au juge un dossier contenant des rapports de police provenant d'une petite ville à environ 3 heures de là. En novembre 2021, au moment où Sarah prétendait avoir accouché, plusieurs signalements avaient été faits concernant une femme correspondant à sa description rôdant autour de la maternité de l'hôpital local. Elle se faisait passer pour une consultante en lactation afin d'accéder aux nouvelles mères. Le juge a parcouru les documents, son expression s'assombrissant à chaque ligne. Puis il a levé les yeux vers Sarah et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Madame Mitchell, êtes-vous consciente que le trafic de mineurs est une infraction fédérale ?» Toute la salle est devenue silencieuse. L'avocat de Sarah s'est levé et a déclaré. « Votre honneur, je dois me retirer de cette affaire. Je ne peux plus représenter Madame Mitchell. » Puis il a simplement rangé ses affaires et est parti. Je n'avais jamais vu ça. Sarah a commencé à paniquer. « Tout ça n'est qu'un malentendu », a-t-elle crié. Mais Mike n'avait pas terminé. Il avait un dernier témoin. Une jeune femme nommée Jessica, qui avait été admise dans cet hôpital en novembre 2021. Elle avait donné naissance à un petit garçon, mais souffrait de dépression postpartum. Sarah s'était rapprochée d'elle en se faisant passer pour une assistante sociale et l'avait convaincue de lui confier temporairement la garde de son bébé pendant qu'elle recevait de l'aide. Jessica essayait de retrouver son fils depuis plus d'1 an. Elle avait signalé sa disparition à la police, mais Sarah avait utilisé de faux documents et une fausse identité. Ce n'est que lorsqu'elle a vu l'un des TikTok de Sarah sur sa vie de mère célibataire qu'elle l'a reconnu et a contacté notre détective privé. Le juge a immédiatement ordonné un test ADN, non seulement pour prouver que je n'étais pas le père, mais aussi pour confirmer si Eden était bien le fils de Jessica. Sarah a complètement perdu le contrôle. Elle a tenté de s'enfuir de la salle d'audience avec Eden, mais l'huissier l'a arrêtée. Elle hurlait qu'elle voulait simplement lui offrir une vie meilleure et que personne ne comprenait ce que c'était de vouloir un enfant à ce point. Les résultats ADN sont arrivés en 1 semaine grâce à une procédure accélérée. Eden était bien le fils de Jessica. Sarah avait littéralement volé un bébé à une mère vulnérable, puis tenté de s'en servir pour escroquer plusieurs hommes en leur soutirant une pension alimentaire. Le juge était furieux. Les conséquences ont été immédiates et sévères. Sarah a été inculpée de plusieurs crimes, notamment fraude, usurpation d'identité et atteinte à la garde d'un enfant. Chris et moi avons tous les deux obtenu des ordonnances d'éloignement contre elle. Elle a été condamnée à rembourser chaque centime que Chris lui avait versé en fausse pension. Elle risque entre 15 et 20 ans de prison et attend encore son jugement final. Le juge a également transmis l'affaire au FBI pour d'éventuelles poursuites fédérales. Jessica a récupéré Eden, et il s'avère qu'elle est une mère formidable. Elle a suivi un traitement pour sa dépression postpartum et n'a jamais cessé de chercher son fils. Elle nous a même remerciés, Chris et moi, pour avoir aidé à exposer la vérité. Aujourd'hui, elle travaille avec une association qui aide les mères souffrant de dépression postpartum et milite pour une meilleure sécurité dans les hôpitaux. Chris et moi sommes devenus amis grâce à toute cette histoire. On se voit parfois pour travailler sur la chevelle et discuter de la façon dont nous sommes tous les deux tombés dans le piège de Sarah. Il va mieux maintenant, il fréquente une femme bien qui a un vrai métier, elle est enseignante. Quant à moi, j'ai enfin terminé la restauration de la chevelle avec mon père. Ma copine, la juriste dont j'ai parlé, adore faire des balades avec, et elle s'intéresse réellement à ce que je raconte sur les voitures. Pas de faux semblants. Elle m'a aidé à organiser toutes les preuves pour le procès et pense que cette histoire fera un excellent sujet pour sa candidature en faculté de droit. Elle, empire, de Sarah sur les réseaux sociaux s'est effondrée une fois la vérité révélée. Ses abonnés se sont retournés contre elle, et plusieurs chaînes YouTube ont couvert l'affaire. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle essayait d'obtenir un accord avec le procureur, mais celui-ci ne se montrait pas très conciliant. Il semblerait qu'il y ait d'autres victimes dont nous n'avons pas encore connaissance. La plus grande leçon que j'ai tirée de tout ça ? Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le dès la première fois.
Sarah m'avait montré sa vraie nature pendant notre mariage avec toutes ses manipulations financières, mais je continuais à trouver des excuses. Si j'avais écouté mon instinct et la sagesse de mon père plus tôt, j'aurais peut-être pu éviter ce qui est arrivé à Chris et Jessica. Mais au moins, la justice a fini par la rattraper. Parfois, le karma met du temps, mais quand il frappe fort. Eddie, incroyable, cette histoire a explosé. Merci pour toutes vos récompenses et votre soutien. Eddie 2, pour ceux qui demandent la taxe voiture, voici la chevelle terminée. Lien supprimé par les modérateurs, désolé. Eddie 3, beaucoup demandent si Sarah est encore active sur les réseaux sociaux. Non. Tous ces comptes ont été bannis après que l'affaire ait éclaté. Apparemment, les plateformes n'aiment pas quand on les utilise pour documenter ses propres crimes. Mise à jour finale. Je viens d'avoir des nouvelles de Mike. L'accord proposé à Sarah a été refusé. Elle va être jugée le mois prochain. Je publierai une mise à jour s'il y a du nouveau, mais honnêtement, je suis surtout soulagé que ce chapitre de ma vie soit terminé. Merci à tous d'avoir lu cette histoire complètement folle. N'oubliez pas, faites confiance à votre instinct, gardez de bons amis près de vous, surtout s'ils sont avocats, et surtout, faites toujours un contrat de mariage. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. J'ai couvert beaucoup d'histoires complètement folles sur cette chaîne, mais celle-ci m'est vraiment restée en tête pendant un bon moment après l'avoir lue. Soyons honnêtes sur ce qu'était réellement Sarah. Ce n'était pas juste une mauvaise partenaire. Ce n'était pas seulement une profiteuse. C'était une arnaqueuse calculatrice, méthodique, qui utilisait les émotions sincères des gens, leur amour, leur confiance, leur désir d'être de bons partenaires, comme des armes contre eux. Et ce qui rend ça encore plus glaçant, c'est à quel point elle était constante. Même méthode. Différentes cibles. Et ça a fonctionné, 2 fois, avant que ça ne fonctionne plus. Ce qui me marque le plus, c'est l'histoire du bébé. Parce que la fraude financière, aussi terrible soit-elle, les gens peuvent se remettre de dettes. Mais ce qu'elle a fait à Jessica, cibler une femme dans l'un des moments les plus vulnérables de sa vie, la dépression postpartum, et exploiter ça pour lui prendre son enfant, ce n'est pas juste illégal. C'est profondément malveillant. Et je n'utilise pas ce mot à la légère. Maintenant, l'homme qui raconte cette histoire n'est pas totalement irréprochable non plus. Et je pense que ce serait le premier à le reconnaître. Il a ignoré des signaux d'alerte qui étaient honnêtement moins des signaux que d'énormes panneaux lumineux clignotants. Rien que l'histoire du 401K aurait dû être un électrochoc monumental bien plus tôt. Mais vous savez quoi? L'amour fait faire ce genre de choses. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de stupide. Ça fait de lui un être humain. Les véritables héros ici, honnêtement, ce sont Mike, l'ami avocat, Chris, qui s'est aussi fait manipuler mais a choisi d'aider plutôt que de disparaître, et Jessica, qui n'a jamais cessé de se battre pour retrouver son fils. Ces 3 personnes sont la raison pour laquelle cette histoire contient la moindre forme de justice. Alors, quelle est la leçon? Je pense qu'elle est en réalité assez simple, faites davantage confiance aux personnes qui vous connaissent depuis le plus longtemps qu'à celles qui vous connaissent depuis le moins longtemps. Son père n'a cessé de dire des vérités tout au long de cette histoire, et à chaque fois, il avait raison. Et faites un contrat de mariage. Sérieusement. Faites-en un. Alors les amis, partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.